pour la suite de Culture Média. Dans un instant, je reçois Christophe Baratier et Gérard Jugnot pour Les Enfants de la Résistance. Ça sort mercredi au cinéma. Mais pour le moment, c'est l'instant sagesse de cette émission, puisque j'accueille l'un des 9 sages de l'Arcom, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, qui plus est le sage qui préside le groupe de travail sur la radio. Donc vous êtes vraiment à la bonne place ici. Bonjour Romain Lalex. Bonjour Thomas. Et merci d'avoir accepté de passer par ce studio, parce qu'en fait, vous êtes en visite aujourd'hui dans les locaux d'Europe 1, c'est ça ? Exactement. Je viens voir les équipes d'Europe 1, comme je suis allé voir les équipes de la plupart des grands réseaux nationaux, et comme je vais souvent également en région, voir les équipes des radios locales et des radios associatives. J'ai regardé, il y a à peu près 900 radios en France, vous n'allez pas toutes les visiter quand même. Ah non, pas toutes. Il y en a même un peu plus que ça, 1200, si on compte les radios des Outre-mer. Ah oui, donc c'est du boulot. Avant de parler spécifiquement des enjeux de la radio, un mot sur l'Arcom, parce que c'est assez rare que vous vous exprimiez, c'est la première fois en tout cas que vous venez à ce micro, j'en suis ravi. Et l'Arcom, c'est une autorité dont on parle beaucoup ces dernières années, qui est souvent critiquée, qui est souvent attaquée. Certains demandent même carrément sa suppression. En quoi c'est utile l'Arcom selon vous ? Alors c'est une très bonne question Thomas, et je suis ravi de pouvoir être ici pour en parler. L'Arcom, c'est un service public, c'est une autorité au service de nos concitoyens, dont la mission principale est de défendre la liberté d'expression et de défendre les médias qui la rendent possible, mais aussi, bien sûr, de protéger les publics contre des contenus qui peuvent être choquants, contre des contenus illégaux. Donc on est à la fois une autorité qui accompagne et aussi une autorité qui protège. On dit gendarme de l'audiovisuel. Alors c'est pas un terme qu'on adore, gendarme, parce que il emporte vraiment tout un imaginaire répressif, alors que une de nos missions, c'est aussi d'accompagner ces secteurs dans leurs évolutions, on en parlera pour la radio, et de les aider à se transformer et à continuer à parler à nos concitoyens. Et alors c'est vrai qu'on parle souvent de l'Arcom, Romain Lalex, à propos notamment du comptage de temps de parole pendant les campagnes électorales. C'est le cas en ce moment avec les municipales qui approchent. Il y a même des obligations renforcées, là j'ai vu dans les médias depuis une semaine, qui doivent respecter un principe d'équité. Hein, c'est ça le terme. Est-ce que concrètement ça veut dire que si on parle sur Europe 1 d'un des candidats à la mairie d'Angers, par exemple, au hasard. Bon. On doit forcément parler de tous les autres candidats ? C'est ça la règle ? L'idée, c'est qu'on puisse assurer, et c'est un principe essentiel au fond au bon fonctionnement du débat démocratique, c'est qu'on puisse assurer aux candidats qui se présentent dans des élections majeures, notamment les élections municipales, une forme d'équité dans l'accès au temps de parole. Donc pour répondre à votre question, logiquement, si vous donnez la parole à un des candidats, bien sûr, il faudra pouvoir le donner à d'autres, mais en tenant compte d'un certain nombre de critères. Et notamment, on va pouvoir se baser, les éditeurs, les stations de radio, les chaînes de télé vont pouvoir se baser sur un certain nombre de critères objectifs. Les résultats du parti des candidats en question aux dernières élections, les sondages, donc un candidat qui serait vraiment très marginal dans ces sondages aurait moins facilement accès, et puis également la présence dans le débat public. Donc en fonction de ces 3 critères, les médias vont chercher à assurer cette équité d'accès à leurs antennes. Parce que c'est important, ça explique en partie, pour les auditeurs qui nous écoutent, pourquoi il est compliqué pour les radios comme pour les télévisions de parler notamment des villes moyennes dans cette campagne. Et c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur Paris, Lyon, Marseille, parce que c'est plus facile de faire des rééquilibrages. Bien sûr, c'est une complexité, et ça on en a bien conscience. Alors heureusement, les médias locaux, que ce soit en radio ou en télévision, puisqu'il y a encore une offre de télévision locale, assure cette couverture des élections dans les villes dont vous parlez, mais on est bien conscient du fait que c'est une vraie complexité. Et la presse écrite, elle est exempte de tout ça ? Alors la presse écrite, effectivement, n'est pas concernée, elle n'entre pas dans le champ de régulation de l'Arcom. Nous, on régule vraiment les médias audiovisuels et numériques, et on régule en particulier les éditeurs qui ont des responsabilités vis-à-vis de nous, qui ont des obligations, des conventions, enfin vis-à-vis de nous, à travers nous, vis-à-vis bien sûr du public et des auditeurs. Donc la presse écrite, effectivement, n'en fait pas partie. Comment on explique cette différence entre presse écrite et médias audiovisuels ? Pourquoi dans certains cas on surveille les temps de parole et pas dans un autre ? La principale raison de cette différence de traitement, c'est que les médias audiovisuels, la télé et la radio, en fait, diffusent sur la base de fréquences qui sont du domaine public. Donc c'est finalement à travers l'Arcom, les pouvoirs publics qui mettent à disposition des médias des ressources, et en contrepartie de ces ressources, ces médias ont des obligations. J'ai vu que l'Arcom avait publié en 2024 un livre blanc sur la radio que j'ai pu parcourir ce week-end, un livre dans lequel vous expliquez
quelque chose qui m'a intéressé, que la voiture est le premier lieu d'écoute de la radio. Alors ça déjà, j'étais surpris de savoir que finalement on est très écouté autant que ça finalement dans la voiture, et que ça va peut-être pas durer, parce que vous vous inquiétez du fait que certains constructeurs ont décidé de supprimer la radio sur certains de leurs modèles récents, et ça a l'air de rien, mais ça soulève pas mal de questions, ça, Romain Lalex, y compris même des questions démocratiques, d'accès à l'information. Merci de me poser cette question, parce qu'effectivement, c'est une préoccupation majeure pour nous. La voiture, c'est près de 30% du temps d'écoute de la radio. C'est majeur. Ouais. Et C'est énorme. c'est énorme. Et jusqu'à présent, il y avait des récepteurs FM qui posaient pas tellement de difficultés. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on est en train de changer de mode de diffusion de la radio, de passer de la FM au DAB+. Et jusqu'à présent, les règles européennes ne prévoyaient finalement d'obligation pour les fabricants d'équiper les voitures en DAB+, que lorsque ces voitures étaient déjà équipées en FM. Et donc certains constructeurs, que je ne citerai pas ici, mais des constructeurs importants, notamment dans le segment des voitures électriques, ont annoncé leur intention de retirer tout récepteur radio. Y compris des constructeurs français. Non, pas à ma connaissance, pas des constructeurs français, mais peut-être que vous avez une information que j'ignore. Donc des constructeurs plutôt étrangers, mais qui ont annoncé effectivement retirer tout récepteur des modèles d'entrée de gamme. Et donc, pour nous, c'est bien sûr un sujet de grande inquiétude, parce que plus de radio dans la voiture, à moyen terme, c'est plus de radio tout court. Et donc, il faudrait que la loi impose quoi aux constructeurs carrément d'avoir ce tuner radio? Alors, exactement. Il y a un règlement. C'est ce que vous demandez. Exactement. Il y a un règlement européen qui est en cours d'élaboration, qui s'appelle le règlement européen sur les réseaux numériques, le DNA, en l'acronyme anglophone. Et il faut que ce règlement européen impose aux constructeurs, à tous les constructeurs, et dans tous les modèles, impose des récepteurs radio. Mais au-delà des récepteurs, ce qui nous paraît absolument nécessaire, c'est qu'il impose que l'accès à la radio soit réellement effectif. À travers, sur les tableaux de bord des voitures, qu'on puisse, de manière très simple, via un bouton, une application, accéder à la radio. Et c'est un enjeu, vous l'avez dit tout à l'heure, un enjeu démocratique, un enjeu d'accès à la culture, et même un enjeu de sécurité, puisque vous le savez, la radio est souvent le dernier moyen d'informer nos concitoyens en situation de crise. En cas de catastrophe naturelle, par exemple, ça peut servir. Exactement. Quand on regarde les chiffres publiés par Médiamétrie, on voit que globalement, il y a un effritement des audiences de la radio, globalement, même si Europe 1, au milieu de tout ça, parvient, elle, à progresser. Est-ce que vous êtes quand même optimiste sur l'avenir de la radio, ou vous me conseillez ce matin de refaire mon CV? Non, je vous conseille pas du tout de refaire votre CV, d'autant qu'effectivement Europe 1 est dans une dynamique assez exceptionnelle. Mais il y a effectivement un effritement de l'audience, et cet effritement n'est pas illogique dans un paysage qui s'est considérablement enrichi et dans lequel les réseaux sociaux et les plateformes numériques occupent désormais une place très importante, et avec des moyens financiers, technologiques qui sont bien supérieurs à ceux des médias traditionnels, et en plus en étant soumis à des règles, on pourra peut-être en parler, moins contraignantes que ne le sont les médias traditionnels. Mais quand on prend un peu de recul par rapport à ces dynamiques de baisse, on observe quand même que la radio, c'est près de 38 millions de nos concitoyens qui l'écoutent chaque jour, que le temps d'écoute est d'à peu près 2h50, soit plus que la télévision, et a finalement assez peu baissé au cours des 10 dernières années, et que nos concitoyens, et ça c'est pour moi le motif, j'allais dire, de satisfaction et d'espoir le plus important, nos concitoyens sont extrêmement attachés à la radio. On a fait des études, c'est plus de 88% d'entre eux qui considèrent que c'est un média de confiance, que c'est un média qui leur permet de s'exprimer, d'être écoutés, et qui est aussi un média qui leur permet de découvrir des sujets, de la musique, des artistes, des thématiques auxquelles ils n'auraient pas eu accès sans ce média. Donc, moi, je pense qu'on a des raisons d'être optimistes pour la radio. Vous m'avez rassuré. Merci beaucoup, Romain Lalex. On va vous souhaiter une bonne visite d'Europe 1. Vous déjeunez à la cantine ou pas? Ah, je sais pas, mais ça me ferait très plaisir. Immersion complète. Il y a un très bon risotto aux champignons, je vous le conseille. Merci d'être venu ce matin. À bientôt.